Alors c'est parti, on va plonger ensemble dans le monde, disons, très secret de la finance internationale. Et pour commencer, on va s'intéresser à l'une des plus grosses fuites d'informations de toute l'histoire. Imaginez un peu, en 2015, une source, qui est restée anonyme, a fait fuiter, tenez-vous bien, 11,5 millions de fichiers confidentiels. C'est juste énorme. Et tout ça venait d'un seul et unique cabinet d'avocats au Panama, Mossack Fonseca. Ça a provoqué un véritable séisme planétaire qu'on a appelé les Panama Papers. Franchement, c'était du jamais vu. Cette fuite a carrément levé le voile sur tout un système mondial, un système entièrement pensé pour le secret. On parle de documents qui couvraient plus de 40 ans. Et dedans, on trouvait de tout, des chefs d'État, des milliardaires, des célébrités. Bref, ça a mis en lumière comment les plus puissants de ce monde organisent des montages offshore hyper complexes pour cacher leur argent. Alors la question c'est, quel est l'outil numéro 1, la pièce maîtresse de ces montages? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une société écran. Une société écran, en gros, c'est une sorte de fantôme d'entreprise. C'est une entité qui existe sur le papier, elle a un nom, une adresse, souvent juste une boîte aux lettres, mais derrière, il n'y a rien. Pas de bureau, pas d'employés, pas d'activité réelle. C'est une coquille vide, légale, mais complètement creuse. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces sociétés écrans, figurez-vous, ne sont pas forcément illégales à la base. Non, non. Une entreprise, par exemple, peut en utiliser une de manière tout à fait légitime pour, disons, détenir de la propriété intellectuelle ou préparer une fusion en toute discrétion. Le vrai problème, c'est que cette opacité, elle ouvre une porte immense aux abus. Et c'est là, bien sûr, que tout dérape. Mais le point le plus fou, c'est la facilité avec laquelle on peut créer tout ça. C'est déconcertant. Il suffit de passer par un cabinet spécialisé et en quelques heures, pour à peine quelques centaines de dollars, hop, la structure secrète est montée. C'est souvent plus simple et plus rapide que d'ouvrir un compte en banque classique, c'est dire. Bon, passons à la pratique. Concrètement, comment ça fonctionne tout ça? On va voir comment ces outils sont utilisés dans le monde réel, par qui et pourquoi faire. En France, on a eu un cas qui est devenu un vrai symbole, l'affaire Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget quand même, qui avait un compte caché à l'étranger. C'est assez incroyable. Et cette citation d'un inspecteur des impôts de l'époque, elle résume bien le sentiment général, une sorte de frustration immense face à un système qui semblait protéger, ceux-là même qui étaient censés le contrôler. Pour le blanchissement d'argent, par exemple, le schéma est souvent le même, c'est presque une recette. Première étape, on crée une société écran bien opaque dans un paradis fiscal. Deuxième étape, on y verse l'argent sale. Troisième étape, et c'est la plus rusée, on empile les transactions. L'argent voyage de compte en compte, de pays en pays, pour qu'on perde sa trace. Et à la fin, l'argent devenu propre est réinvesti tranquillement dans l'économie réelle, dans l'immobilier par exemple. Alors, la grande question, qui profite de ce système? Eh bien, la liste est longue et assez variée. On a d'un côté des particuliers très riches qui veulent cacher leur patrimoine. De l'autre, des multinationales qui jouent avec les règles pour payer moins d'impôts. Et puis, bien sûr, il y a les organisations criminelles et les politiciens corrompus. Mais au fond, ils ont tous un point commun, le désir d'agir dans l'ombre, loin des règles, qui s'appliquent à tout le monde. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Il faut comprendre que le problème est systémique. Ce n'est pas juste une histoire de quelques méchants qui trichent. Non, c'est tout un cadre mondial, avec ses lois et ses failles, qui a été mis en place. Une sorte de course vers le bas, où les pays se font concurrence sur les impôts, ce qui au final facilite et même encourage ce genre de pratique. On pourrait se dire que tout ça c'est une histoire de super riches, que ça ne nous concerne pas vraiment. Mais en réalité, les conséquences sont très concrètes, et c'est toute la société qui en paie le prix. Regardez ce chiffre. Juste pour la France, on estime la perte à 80 milliards d'euros par an. C'est une somme qui donne le vertige. Pour se rendre compte, c'est bien plus que le budget de l'éducation nationale. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent, pour les hôpitaux, les écoles, les transports. Et les impacts, ils sont multiples. D'abord, un impact budgétaire. Moins d'argent pour les services publics, donc la santé et l'éducation trinquent. Ensuite, un impact social. Les inégalités explosent, parce que la charge de l'impôt pèse de plus en plus sur les mêmes. Il y a aussi un impact économique. Comment voulez-vous qu'une PME honnête puisse concurrencer une multinationale qui ne paye quasiment pas d'impôts? Et finalement, l'impact le plus grave peut-être, c'est un impact démocratique. La confiance est rompue et le principe même du consentement à l'impôt est mis à mal. Heureusement, face à ce système, il y a une résistance qui s'organise, une véritable bataille pour plus de transparence a commencé un peu partout dans le monde. Parce que les grands scandales, comme l'affaire Cahuzac ou les Panama Papers, ont provoqué une telle onde de choc que les gouvernements ont été obligés de réagir. On a donc vu apparaître de nouvelles lois contre la fraude et même la création d'organismes spécialisés comme le Parquet national financier en France, le PNF, dont le but est de s'attaquer à ces dossiers financiers complexes.
Mais attention, le combat est loin d'être gagné, chaque avancée se heurte à des résistances très fortes. On le voit avec cette citation d'Oxfam, des mesures de transparence qui semblent cruciales sont parfois tout simplement annulées ou vidées de leur substance par des institutions qui, au final, semblent plus soucieuses de protéger les intérêts de certaines grandes entreprises. Et cette résistance, elle ne vient pas que d'en haut. Elle est aussi et surtout menée sur le terrain par des gens incroyablement courageux. Je pense aux lanceurs d'alerte, qui risquent parfois tout, aux journalistes d'investigation qui passent des mois à éplucher des documents, et bien sûr aux citoyens qui se mobilisent au sein d'associations ou d'ONG pour faire pression. Certains utilisent même des méthodes assez créatives, des actions de désobéissance civile pour marquer les esprits, comme ces militants d'attaque qui allaient réquisitionner des chaises dans les agences bancaires. Le symbole était fort, on ne rendra les chaises que quand les banques fermeront leurs filiales dans les paradis fiscaux. Mais voilà, même avec de nouvelles lois, il reste un problème majeur, celui des moyens. Les magistrats et enquêteurs spécialisés dans ces affaires financières sont bien trop peu nombreux. C'est un peu David contre Goliath. D'un côté, une poignée d'experts avec des moyens limités, et de l'autre, une industrie de l'évasion fiscale mondiale, richissime et ultra sophistiquée. Tout cela nous amène donc à une question fondamentale, une question qui va vraiment dessiner le monde de demain. Dans cette lutte acharnée entre le secret financier et l'exigence de transparence, qui, au final, va l'emporter ?